Les monstres ont toujours existé, toujours apeurés, et l'imaginaire du monstrueux remonte à l'Antiquité et peut-être déjà, qui sait, aux peintures de Lascaux. En ce sens, le monstre n'est pas plus une figure du futur que du passé ou du présent. Il est de tout temps, car il constitue un écart. Comme l'écrit Didier Manuel, le monstrueux restera toujours en dialogue avec la norme, une affaire d'ordre et de désordre, et en ce sens, une affaire de société. Le 19e siècle aura scientificisé le monstre à travers les travaux en tératologie de Geoffroy Saint-Hilaire, père et fils. Et ce n'est sans doute pas un hasard si Étienne Geoffroy Saint-Hilaire développe ses premières réflexions sur le sujet au moment où Mary Shelley publie Frankenstein. Le roman interroge la différence du monstrueux et par le fait même de la normalité, on commence à penser le monstre scientifique, la fiction le crée. Suite aux travaux menés par Geoffroy Saint-Hilaire, Camille Darest devient le premier véritable expérimentateur en tératologie, s'appuyant sur les méthodes préconisées par Claude Bernard. Au long de la deuxième moitié du siècle, les recherches sur la dégénérescence, les tares héréditaires, l'eugénisme reconduisent la question du monstre. S'effectue en même temps un glissement qui le fait passer du champ de l'histoire naturelle au champ médical. Foucault rappelait que les naissances de la clinique et de la tératologie sont liées. En résulte un processus de mise à l'écart et de normalisation qui, dans la fiction, appuie le discours médical ou le détourne et s'oppose à lui. Alors, je voudrais examiner comment la fiction d'anticipation interroge l'anomalie, la différence devant ce qui apparaît monstrueux dans des textes où la science est en jeu. Les fictions qui m'intéressent, dont je parlerai ici, trois modèles très différents, d'Alfred Capu, de Maurice Renard et d'Edmond About, trois textes qui sont dans notre base de données d'ailleurs, appellent toujours des médecins à la barre. Ils produisent des textes, journaux, manuscrits, qui servent de mégaphone, sinon d'embrayeur narratif, à ce qui est raconté. Les trois types de l'avenir présentés dans les textes pourraient se résumer par trois formules dont je fais des sous-titres à ma présentation. Le vélo, c'est l'avenir. L'électricité, c'est l'avenir. Et l'hermaphrodite, c'est l'avenir. Les monstres sont trois formes d'hybrides qui, selon les cas, paraissent plus ou moins tragiques ou comiques. Alors, le premier dont je parlerai est la courte nouvelle d'Alfred Capu intitulée « L'homme bicycle, légende pour l'an 1900 » que certains ont entendu hier, puisque c'est un des textes qui était lu au port de tête. Donc, ce texte est publié en 1893. Situé dans un futur proche, le texte s'apparente au conte de fées. Il s'ouvre sur l'aspect proprement magique du personnage central, et voici comment le vélo pouvait être représenté. Donc, le texte s'ouvre ainsi. C'était un garçon de la Provence nommé Marius, évidemment. On sait que cette région produit en quantité des hommes d'une force extraordinaire, des lutteurs et des phénomènes de toutes sortes. Et c'est au point qu'un homme serpent qui ne serait pas du Midi n'aurait, pour ainsi dire, aucune chance d'arriver à une situation quelconque. Non seulement Marius en était, mais encore il se montra dès son jeune âge doué d'une façon exceptionnelle pour les exercices du corps. Le texte se clôt sur une formule ressemblant à « Ils se marièrent, furent heureux et eurent de nombreux enfants », mais vous verrez, les enfants seront un peu étranges. Capu s'appuie sur le succès grandissant des vélos en France pour les besoins de son texte. Donc le texte est publié en 93, ça précède de 10 ans le premier Tour de France. Je vais faire plaisir, je crois, à certaines personnes dans la salle. Et Alfred Jarry, qui était, comme on sait, un grand amateur de la petite reine, voyait le vélo comme un libérateur, une machine à étendre les potentialités humaines. Il en parlait comme d'un squelette externe qui permettrait à l'humanité de dépasser le processus de l'évolution biologique. Cet exosquelette prend un sens particulier dans la nouvelle, alors que le personnage de Marius devient une véritable métaphore de l'emprise du vélo en France. En 1900, donc, le bicycle jouit d'une vogue fabuleuse, a remplacé presque tous les autres moyens de locomotion. Le jeune Marius est le champion incontesté du sport cycliste. Dès l'âge de 4 ans, il se débrouille mieux que quiconque. À l'adolescence, il a gagné toutes les compétitions internationales. Il devient cependant de plus en plus inséparable de son engin jusqu'au jour où il se rend compte qu'il ne peut en descendre. À voir le jeune méridional monter sur son bicycle, on eût juré qu'il ne faisait qu'une seule et même personne. Cette symbiose deviendra réelle et définitive. Appelé à la rescousse, un médecin, esprit sceptique et qui ne croyait pas au miracle, refuse d'abord de se déplacer pour une mauvaise blague, puis se rend à l'évidence. Après avoir réfléchi et interrogé la famille, il conclut que ce n'est pas un cas d'atavisme.
Les médecins à court n'y comprennent rien et les plus éminents chirurgiens concluent qu'une opération causerait à la fois la mort de Marius et du Bésicle. L'un d'entre eux propose au nom de la science de pratiquer immédiatement une autopsie. La famille s'insurge. Devenu homme bicycle, déjà célèbre à cause de ses succès cyclistes, voilà Marius, je cite, interviewé plus de 2000 fois par les journaux. Il devient l'homme le plus célèbre de toute la Terre. Monstre technologique, fruit des excès de la conduite en vélocipède, Marius s'isole malgré les sollicitations nombreuses qui sont de deux ordres. D'abord, il refuse les plus brillantes propositions qui lui furent faites par des impresarios américains. Je rappelle qu'à l'époque, le cirque Barnum, fondé au début des années 1840, fait du freak show le clou de ses spectacles. Nommé American Museum, il exhibe des femmes à barbe et des jumeaux siamois, des prodiges dépourvus de bras et de jambes et des hermaphrodites. On les présente dans un cadre ritualisé qui, comme l'écrit Rosemary Garland Thompson, se saisit de toute déviation de la norme, puis l'embellit et l'accentue pour produire un spectacle humain dont chaque trait somatique se trouve dès lors chargé de signification aux yeux du spectateur fasciné. L'exhibition des monstres, théâtralisée, mise à distance, permet au spectateur de sentir avec réconfort sa propre banalité. Marius, déjà une vedette pour d'autres raisons, se permet de refuser ces offres. La fascination dont parle Garland Thompson s'exprime aussi, c'est le deuxième ordre de sollicitation, par le succès qu'il obtient auprès des femmes. Je cite, « Des femmes qu'il avait dédaignées lorsqu'il n'était qu'un homme comme tout le monde, tombèrent amoureuses de lui, et il eut la joie cruelle de les repousser à son tour. Plusieurs s'asphyxièrent par suite de leur désespoir. » On peut s'étonner de cet effet de séduction du monstre, mais comme écrit Pierre Ancet, la perception du monstre n'a pas toujours été envisagée dans toute son extension. Il n'a été question que d'angoisse et jamais de plaisir. Or, l'objet monstrueux peut être perçu avec plaisir sans perdre pour autant sa dimension traumatique. Il résiste aux femmes, mais aura son talon d'Achille. Un jour, une magnifique princesse s'éprend de lui. Elle convainc son père, le roi, de la laisser épouser l'homme bicycle et ils mettent au monde une nouvelle race à l'aube du XXe siècle, une race d'hommes bicycles, fertile en esprit ingénieux et analogue aux centaures de l'Antiquité. Lu plus d'un siècle plus tard, ce texte paraît relever à la fois d'un passé lointain et d'un futur envisageable, au moins sur le plan imaginaire. Passé lointain parce que mythique, puisque cette nouvelle race rappelle les centaures. On songe aussi à la manière banale avec laquelle on accueille cette nouvelle race qui rappelle celle avec laquelle on recevait à la Renaissance les merveilles de la nature. Je renvoie au livre de Jean Séard, La nature et les prodiges. Mais futur également, puisque ces êtres hybrides deviennent les modèles de ce que nous pourrions appeler des proto-post-humains, sorte de super-êtres capables, peut-on imaginer, et pour reprendre une dernière fois les mots de Jarry concernant les déplacements à vélo, de vivre une nouvelle émotion esthétique de la vitesse. Le vélo devient l'avenir d'une race apparemment supérieure. Affirmer que l'électricité représente l'avenir pour parler de la novella L'homme truqué de Maurice Renard, publiée en 1921, ça se discute. En 1921, l'électricité est bien le présent. Il faut voir cependant comment il sert ici à modifier potentiellement l'humanité. Je vous ai mis deux couvertures différentes du roman de Renard. Alors, je vous résume ce texte. Le jeune docteur Barr est trouvé mort au bord de la chaussée par deux policiers. Ils en arrivent à la conclusion qu'il a été victime d'un guet-apens. Pourquoi cet homme, sans antécédent criminel et à qui on ne connaît pas d'ennemi, a-t-il été tué? La question se complexifie lorsqu'on découvre son bureau cambriolé et de nombreux papiers et documents disparus. Mais on trouve dans la poche intérieure de son manteau, abandonné par ses assassins, une liasse de feuilles, un manuscrit qui explique l'attaque dont il a été victime. Après cette entrée en matière, l'homme truqué est la retranscription du manuscrit en question. Le docteur Barr a appris la mort de son ami Jean Lebris au combat en juin 1918. D'où sa surprise de le voir surgir un soir chez lui, amené discrètement par une connaissance. Suite à ses blessures dans la bataille, il a perdu la vue. Transporté par les Allemands dans un lieu qu'il situera par la suite en Europe orientale, il a été examiné par un chercheur, le docteur Prosop, qui lui a installé d'étranges yeux de remplacement. Doutant à un certain moment de la cécité de son ami, Barr l'espionne et finit par apprendre son secret. Prosop a fait des expériences sur Lebris. Il a créé des objets qui lui permettent de voir,
mais ce que les humains, normalement, ne perçoivent pas, ce qu'il lui explique ainsi. Parmi les éléments mystérieux qui sont à l'homme ce que la lumière est aux aveugles, il en est un, le bris, qui n'est plus pour vous inconnaissable. Vous, partout où elle est, vous voyez l'électricité. J'ai remplacé vos yeux par des façons d'électroscope très perfectionnées. Ils perçoivent du monde l'aspect électrique, ils n'en perçoivent pas d'autre, et, naturellement, votre nerf optique vous traduit cet aspect sous forme de luminosité. Frustré de servir de cobaye, anéanti à l'idée qu'il ne sortira peut-être jamais de cette clinique, le bris parvient à s'enfuir avec l'aide d'un employé. Il se cache chez sa mère, ce qui est sans doute pas le meilleur endroit pour échapper à des poursuivants. Tombé malade, condamné, il meurt en quelques mois. Barre découvre avec stupéfaction qu'il a été dupé, qu'une femme à la solde de Prosope s'est servie de lui. À la mort de Lebris, on vole à la fois son testament et ses yeux, et c'est pour l'empêcher de révéler ce qu'il sait qu'on tue Barre. Lebris apparaît comme une figure paradoxale. Ainsi, on lira qu'on imagine, parlant de lui donc, qu'on imagine une statue antique animée, qu'on se présente une belle tête de marbre levant ses lourdes paupières sur le globe uni de ses yeux sans prunelles. La beauté classique de la statue grecque est entachée par cette absence de pupille d'une part, d'autre part par l'aspect mécanique du corps sans fluidité qui rappelle l'automate. Le corps paraît d'autant plus monstrueux qu'il s'impose d'abord par sa beauté. On ne s'étonne pas que Barre parle également des yeux d'Hermès de Lebris. Hermès, messager aussi conducteur des âmes vers Hadès, il a bien reçu Lebris ses yeux en enfer, dans cette clinique présentée comme se trouvant dans un château solitaire, niché quelque part à l'est de l'Europe et qui pourrait être une sorte de château des Carpates. Dès lors, on ne s'étonne pas que Lebris se considère comme un monstre. Devant Barre, il affirme vouloir cacher son état car, je cite, « il ne veut à aucun prix qu'on le traite en phénomène, en sujet de vitrine, en monstre, que les médecins et les savants se passent de l'un à l'autre. » Alors, le spectre de Barnum, encore une fois, apparaît à travers ce fantasme de la science-spectacle. Il serait sans doute tiré par les cheveux de dire que Lebris se fait voyant au sens rimbaldien. Il reste que l'écart est aussi dans sa manière dorénavant d'envisager le monde. La transformation subie par cet homme est liée aux effets de la guerre. La Grande Guerre, dévastatrice, soulève des images apocalyptiques associées à un imaginaire de la faim dont les supplices subis dans les tranchées sont l'exemple idoine. Mais ce soldat n'est pas une gueule cassée type, puisqu'il possède, je le rappelle, une belle gueule de marbre. Pourtant, son visage est marqué, sa vie brisée, son nom l'indique, véritable stigmate. Jean-Jacques Becker et Stéphane Audouin-Rousseau l'ont relevé, presque unanimement, les soldats, au cours de la Première Guerre, ont souligné, parfois avec violence, leur sentiment de coupure avec le reste de la communauté nationale. Les soldats se sont ancrés dans la conviction de l'insularité de leur propre monde. Je dirais que le texte opère un déplacement à travers la figure de Lebris. On ne sait rien de ce qu'il a vécu pendant la guerre, mais ce sentiment de coupure et d'insularité, il l'a vécu après la guerre et à cause de celle-ci. On peut dans la foulée parler de déplacement poétique. Lebris est la poésie faite homme. S'il n'écrit pas, comme l'auteur du Dormeur du Val, le soldat a été transformé en surhomme par la guerre. S'il avait seulement retrouvé la vue, il serait redevenu un homme normal. Pour Prosope, vouloir revoir comme avant équivaut à un désir mesquin. Pouvez-vous comparer la guérison d'un infirme, un raccommodage, à l'extension de la puissance humaine? Nous ne sommes pas des rebouteux, nous sommes les pionniers de la plus grande humanité. Il faut noter la polysémie associée à la vue dans le texte. L'œil ici est littéralement l'organe de la vue. Les yeux de remplacement ne ressemblent pas pourtant à ce qui est normalement associé. Ce sont d'étranges moules qui parfois luisent d'une faible luminescence. Ce qu'il voit est au-delà du réel commun aux mortels. Lebris parle moins de ce qu'il voit que de ses visions, en insistant très souvent sur ce terme. Je n'ai pas le temps de m'attarder à la constance des métaphores qui renvoient au regard, aux visions, à la félonie des yeux, mais son opération le conduit à un regard autre sur le réel, qui correspond littéralement à un dérèglement de tous les sens à travers des visions hallucinées. Voici en guise d'exemple unique, pour faire vite, comment, avec ses nouveaux yeux, il voit comment Prosope lui apparaît.
Je vis le bizarre aspect de Prosope se rapetisser avec promptitude, pivoter, la porte claqua, changer d'apparence par l'effet de la perspective, et je me rendis compte qu'il s'éloignait à travers une infinité de plans vaporeux, de cadres plus ou moins discernables, qui composaient pour moi un monde embrouillé, ici translucide, là transparent, coupé de droites géométriques, cloisonné de parois diaphanes et semé de halos innombrables. La réalité n'est qu'un point de vue, écrivait Philip K. Dick. Prosope en offre un autre à Lebris, en rapprochant lumière et électricité. Il dira, elles sont identiques. Ce que nous appelons lumière n'est qu'une électricité dont les oscillations sont assez rapides pour influencer la rétine. Contre son gré, Lebris découvre un monde autre, fait la démonstration, comme l'explique l'éthologiste Luc-Alain Giraldo, que l'information transmise à mon cerveau par mes sens est incomplète, car elle se limite aux canaux sensoriels disponibles et dépend des sensibilités particulières de chacun de ces canaux. Homme truqué, Lebris est aussi tronqué et anticipe l'avenir. Comme l'exprime Barre, dans un passage où il explique avec angoisse ce qu'il a découvert à propos de son ami, c'est comme si j'eusse été quelque humble médecin du Moyen-Âge à qui l'invention de la radiographie ou de la télégraphie sans fil eût été dévoilée par anticipation. Alors, je l'ai souligné, il est question d'Hermès dans le texte de Renard. C'est de l'union d'Hermès et d'Aphrodite que naît dans la mythologie l'hermaphrodite, son nom l'indique. Mon dernier exemple le concerne justement dans un roman satirique d'Edmond About, dont Claire parlait tantôt, mais je vais parler d'un autre texte qui est le cas de M. Guérin, qui aborde l'ambiguïté sexuelle dans sa dimension sociale. Le titre pourrait s'inspirer d'une situation aussi bien médicale que juridique, le cas de M. Guérin. Banal, ce titre singularise pourtant le personnage, parce qu'il insiste sur M. Guérin plutôt que sur Pierre-Marie Guérin. Il permet de socialiser ce cas. Ce monsieur lui donne de la prestance, lui accorde un statut bourgeois qui donne l'impression d'un homme bien rentré dans le rang. Les premières lignes, sous forme de notices nécrologiques, servent d'embrayeur narratif et donnent l'impression d'une vie sans anicroche, dont le succès repose plus sur un conformisme un peu servile que sur une quelconque originalité. J'en lis un court extrait. Monsieur Guérin, qui vient de mourir à l'âge de 52 ans, était chevalier de la Légion d'honneur, licencié en droit, chef de bureau au ministère des Finances, ancien capitaine en premier de la compagnie du 7e bataillon de la Garde nationale. Il laisse une fortune d'environ 25 000 francs de rente, une veuve inconsolable et un fils de 18 ans, bachelier S-Sciences, candidat à l'école de Saint-Cyr. Voilà une existence qui apparaît bien banale, mais un personnage vient dès les premières pages ébranler ce constat. Caché et frustré, le docteur Robineau regarde les fossoyeurs enterrer le corps. Les autorités lui ont refusé son examen alors qu'il rêvait d'écrire un livre sur son anatomie. Qu'a-t-il donc découvert qui justifierait l'examen du cadavre? La réponse se trouve dans ce roman qui raconte la vie de Pierre-Marie Guérin, devenu fonctionnaire à la suite d'études peu fructueuses en droit. Jamais très attiré par les femmes, il se marie toutefois, puis se rend compte qu'il est enceinte ou enceint. Et il accouche dans le plus grand secret, avec l'aide d'un médecin lui-même en marge du système, du garçon qui, selon la notice nécrologique, s'apprête à entrer à Saint-Cyr. À travers la figure de cet homme banal et pourtant enceint, la bourgeoisie française, ses médecins et ses prêtres, est tournée en dérision. La dégénérescence frappe au cœur même de la famille la plus conforme, la plus fidèle aux règles et aux usages de son temps. Le chirurgien Wilson, qui accouche le père, affirme que de pareils cas se sont déjà vus. Il souligne néanmoins que ceux-ci ne sont issus que de l'époque des dieux. Le roman, lui, plonge plutôt le lecteur dans celle du positivisme et des exhibitions de monstres. À l'ère de la tératologie scientifique et de ses classifications, M. Guérin serait bel et bien un cas, d'où l'intérêt de cacher son état pour le bien de la famille. La sexualité se cache derrière des portes closes, surtout si elle échappe aux normes. Dès l'Antiquité, on a associé la naissance au pouvoir de l'image. On suggérait aux femmes enceintes de ne regarder que de belles choses pour ne pas nuire à l'enfant. Ambroise Paré, encore à son époque,
classait l'imagination au 5e rang des 13 causes d'une naissance monstrueuse. Cette légende a encore cours au 19e siècle. En fait foi, par exemple, le cas de Joseph Merrick, celui qu'on a surnommé l'homme-éléphant. Lors de sa grossesse, sa mère est passée à 2 doigts d'être écrasée par un éléphant au zoo, ce qui lui a causé une très grande frayeur, et on a très souvent posé l'hypothèse que les difformités du fils dépendaient de cet incident. On en trouve des traces dans la manière dont la mère de Pierre-Marie Guérin réfléchit aux événements qui conduiront à la grossesse de son fils. Elle rêvait d'accoucher d'une fille et consulte une cartomancienne. Celle-ci voit une scène où, dans un grand lit, quelqu'un accouche d'un fils. Convaincue qu'il s'agit de sa fille accouchant de son petit-fils, Madame Guérin repart chez elle, folle de joie, et tombe des nues lorsque naît un gros garçon bien constitué. Confrontée à cette information, la cartomancienne rebat les cartes pour arriver aux mêmes conclusions. Ébranlée, la mère accomplit fidèlement le vœu qu'elle avait fait. Son fils reçut le prénom de Marie et porta du blanc ou du bleu jusqu'à l'âge de 7 ans. Et tout au long du roman, on croirait que la mère l'a façonné à la manière d'une fille, à l'image d'un étrange golem. L'impression d'étrangeté est accentuée par la présence du médecin, l'Américain Wilson. Il exerce dans la ville de Mantes, où Guérin se réfugie pour accoucher. Figure modèle de l'esprit positiviste, il y a pourtant en lui un aspect ténébreux qui crée un malaise. On admire son talent, mais peu son caractère. Il aurait une nièce que personne ne voit et qui fait jaser. On ne connaît ni le lieu précis de sa naissance, ni les motifs de son immigration. De plus, il exerce sans diplôme. Les médecins de la région l'ont menacé de poursuite, mais son talent est tel qu'ils abdiquent. Étranger aux institutions, solitaire, apatride, entouré d'individus dans l'ombre, 2 esclaves noirs, sa mystérieuse nièce, il sort de nulle part, autodidacte sachant manier le bistouri et, imagine-t-on, le scalpel, comme par magie. Mais qui d'autre pourrait comprendre? Nombreux seront les illustres représentants du milieu scientifique à se pencher sur les problèmes de Guérin sans trouver de solution. Habitués à penser selon les normes de l'institution, ils sont incapables du pas de côté nécessaire pour sortir du cadre épistémologique qui est le leur. Il faut l'esprit de Wilson pour comprendre de quoi souffre Guérin et ce que son état exige. Les particularités du cas, véritable apax scientifique, font de lui une monstruosité qui fascine. D'autant que le médecin est aussi un être hors norme, qu'on craint parce que sa légitimité ne s'explique pas. Le monstre d'Edmond About a tout à voir avec la médecine, mais aussi avec une société qui tolère mal les excès. Pour Pierre Ancet, l'une des fonctions sociales du mariage était de légaliser et de banaliser la sexualité. Le mariage d'un monstre renvoie apparemment à la réussite de son intégration sociale. Mais le corps étrange déborde toujours l'apparence policée requise par le rôle social, si bien que la sexualité, ordinairement masquée par le mariage, repasse au premier plan. Dans le cas de Guérin, curiosité hermaphrodite, cette sexualité particulière surgit au moment de l'aboutissement pourtant logique du mariage bourgeois, la naissance d'un enfant. Les rapports charnels devant conduire à la procréation, quoi de plus normal? L'intérêt du roman, qui est une farce critique, est de montrer métaphoriquement que la bourgeoisie, malgré ses principes et la certitude de ses vérités indépassables, notamment parce qu'elle se dit d'elle-même à travers le discours hygiénique et moral des savants qui appartiennent à sa classe, ne cesse de se dévoyer. Derrière l'enflure de Guérin, on trouve la virilité tout aussi suspecte de sa femme, les divagations de sa mère, à la limite du délire, l'incompétence bornée des médecins qui ne voient pas ce qu'ils ont devant les yeux, etc. Le monstre, c'est aussi cette bourgeoisie bien moins normale qu'elle ne le croit. Nous le savons, le concept générique d'anticipation a été pensé a posteriori. À la fin du 19e siècle, on parlait de merveilleux scientifiques, de fantastiques nouveaux en dehors de l'humanité, de fantastiques d'imagination scientifique, d'anticipation, puis d'anticipation. À une époque où le terme de science-fiction n'existait pas, ces textes s'inscrivant de plus souvent dans un contexte narratif qui était celui du roman d'aventure. Ces variations, qui ne sont pas en réalité simples variations sur un terme, puisqu'elles recouvrent des manières d'écrire et de penser bien différentes, s'imposent dans un lieu et un temps donné, dont il faudrait être naïf pour croire que les auteurs peuvent s'abstraire. En ce qui concerne la figure particulière du monstre, on peut en conclure provisoirement 2 choses, et je terminerai là-dessus.
D'abord, dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e, on verra des auteurs aussi différents que Villiers-l'Isle-Adam, Alfred Jarry, Paul Bonnetin et J. Wells, pour ne prendre que quelques exemples en plus de ceux que j'ai présentés, associer un regard médical à des monstres ou à des pathologies considérées monstrueuses. Mais dès la naissance de la tératologie, existe un imaginaire du monstre chez les scientifiques eux-mêmes. Je cite Georges Canguilhem. « N'a-t-on pas entendu d'Areste revendiquer pour la tératologie la gloire de créer son objet? N'a-t-on pas vu Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et d'Areste joindre, le premier avec timidité et le second avec assurance, les deux questions de la monstruosité et de la création de race? Il existe chez les scientifiques eux-mêmes une fiction du monstre. Je ne crois pas que la situation ait tellement changé. Ensuite, je l'ai mentionné, le monstre se conçoit comme un écart. On le perçoit positivement ou négativement, le spectre est large et les trois exemples que j'ai proposés offrent des modèles fort différenciés. Pendant longtemps, pour les chercheurs, de Morel à Binet-Sanglé, en passant par Richet et bien d'autres, au moins jusqu'au nazisme et même au-delà, je pense au programme de stérilisation qui existe encore ensuite dans les années 50, par exemple, le monstre est l'autre, celui qui échappe à la doxa, la différence trop dérangeante, le parfait point aveugle, ce qui nuit à la norme, c'est-à-dire à soi. Aujourd'hui, on utilise rarement le terme monstre, sinon pour des raisons morales, les pédophiles, Donald Trump. Bon. Ça ne signifie pas pour autant sa disparition. Le champ ouvert par la génétique et la biologie moléculaire repose autrement la question du monstrueux. On parle de nouvel eugénisme dans les débats sur les possibilités actuelles de la biologie moléculaire. Le terme d'eugénisme revient dans la bouche de plusieurs à propos de choses aussi diversifiées que la fécondation in vitro, des techniques de procréation médicalement assistée, du diagnostic préimplantatoire, du clonage thérapeutique ou reproductif, etc. Un transhumain, un posthumain, est-il un monstre? Les monstres physiques de demain, il faut s'y faire, seront de plus en plus nos monstres, écrit le philosophe et éthicien Jean Guéillon. Entre génie génétique et mutation génétique, les fictions sont innombrables qui repensent le monstre et en font un véritable savoir sous le regard de la science. N'en doutons pas, la crainte du monstre est toujours présente et il y a là une filiation imaginaire à explorer. Je vous remercie.